Mes chers compatriotes, bonjour. Bienvenue chez moi pour une présentation vidéo de mon rapport de recherche. Alors, elle va se dérouler dans un premier temps, on va analyser l'entreprise Forcad, le diagnostic, et ensuite on parlera de la revue de littérature et du sujet qu'on a traité. Alors, commençons sans plus tarder avec la présentation de l'entreprise. Donc, Forcad est un intégrateur de systèmes d'information pour les industriels, donc initialement avec les activités de CAO, conception assistée par ordinateur, et plus tard avec différents systèmes d'information que sont le PLM, le RP et l'IoT. Forcad, c'est 30 millions de chiffres d'affaires en 2017. 70% de notre chiffre d'affaires est fait avec des PME et des ETI qui sont notre cible principale. Il faut savoir qu'on est à 70% d'ingénieurs, ce qui nous permet d'avoir une grande qualité de service. Donc, après 14 années d'expérience, notre éditeur historique PTC fait qu'on a plus de 1800 clients, donc 1600 avec PTC, donc ce qui nous a fait acquérir une bonne base client en France, et 200 clients ERP. Depuis 2011, on a une activité ERP. Alors, pour bien comprendre les enjeux stratégiques de Forcad, la stratégie de Forcad, c'est connecter les différents systèmes d'information des industries. Donc, les deux principaux sont l'ERP et le PLM. Le PLM va se tourner vers des entreprises qui sont plus dans le développement de produits. Donc, on va structurer le développement de produits, donc avec un outil plutôt axé pour les ingénieurs. Le ERP va être plus pour les entreprises qui sont axées sur un mode de production. Donc, ils doivent optimiser leur production. L'ERP l'entreprise ressource planning, va leur permettre d'optimiser leur production et donc de gagner au niveau des coûts et au niveau de la gestion. Donc, ces deux systèmes d'information vont venir structurer l'organisation de l'entreprise. Et donc, c'est là que se pose Forcad, et se pose en partenaire stratégique des industriels pour les faire monter dans leur processus d'industrialisation. Donc, pour la synthèse de l'analyse, on peut voir qu'on a, alors au niveau des forces, on a un ancrage sur le territoire national français, ce qui fait qu'on est le premier distributeur de PTC en France. On a des ressources techniques importantes, c'est-à-dire que pour la formation, on a plus de ressources que notre éditeur. Notre éditeur n'a pas toutes les ressources pour faire tout l'accompagnement et le service auprès des clients, ce qui nous crée une relation d'interdépendance avec notre éditeur. On a une expertise dans l'industrie, c'est-à-dire que si on a déjà des sujets avec des clients sur la CAO et le PLM, une fois qu'ils vont s'interroger sur les sujets de l'ERP, ils vont tout de suite nous voir comme un fournisseur crédible, car la confiance est déjà établie depuis longtemps. Au niveau des faiblesses de Forcad, je dirais que la faiblesse principale et le grand sujet de l'entreprise, c'est la faible notoriété de la marque et des produits. Alors, marque PTC, marque Forcad incluse. Et là-dessus, il y a un vrai travail à faire, c'est un vrai sujet de recherche. Ensuite, c'est la difficulté à recruter. On est en croissance exponentielle depuis la création de l'entreprise, et donc cette croissance, il faut la financer, il faut les ressources pour l'accompagner. Et donc les ressources humaines, c'est vraiment un sujet critique pour tous les secteurs de la technologie. Les ESN font face aux mêmes problématiques. Qui aura la meilleure ressource et qui arrivera à capter les ressources techniques, les développeurs, les ingénieurs. Donc aussi, on note un faible rapport de force avec notre éditeur PTC. Donc, c'est-à-dire qu'on est complètement dépendant de leur politique de distribution. On fait partie de leur chaîne de valeur. Dans les opportunités, on a la digitalisation de l'industrie. Donc, notre éditeur PTC est à fond sur ce créneau-là. Et nous, on essaie de surfer sur cette vague-là. Donc, une vague qui va être en forte croissance. C'est un nouveau sujet. La tendance aux objets connectés, on y travaille. Et le passage au cloud. C'est-à-dire que les clients ont une vraie maturité sur le passage au cloud en ce moment. Et donc, toutes les offres de logiciels viennent en cloud. Au niveau des menaces, donc on a noté la dépendance envers nos éditeurs. 96% de notre chiffre d'affaires est fait grâce à nos éditeurs. Comme je le disais, on fait partie de leur chaîne de valeur. On est dépendant de leur politique de distribution. Et donc, à partir de là, on doit s'adapter. On note aussi une faible maturité de nos clients sur l'IoT. Ça va être un vrai sujet. Est-ce que ce nouveau sujet va être adopté ou pas? On est en train d'y travailler. Et enfin, on note le leadership de Dassault Systèmes sur la CAO et le PLM. On le verra par la suite. Alors, le choix du sujet de la revue de littérature, ça va être l'agilité comme les leviers de pérennité des organisations. Donc, on est parti de la dépendance stratégique envers nos éditeurs et comment une PME pouvait s'adapter à ça. Donc, on a choisi d'étudier l'agilité comme levier de pérennité des organisations. Donc, dans cette revue de littérature, on a d'abord cherché à comprendre l'environnement. Une entreprise doit toujours se positionner dans son environnement et sa pérennité dépend de sa compréhension de l'environnement. Et donc, à partir de là, on a commencé à s'intéresser à la création de valeur.
Et donc, on en déduit à partir des travaux de recherche de Maurice Saïs, Jean Graffeuil en 2009 et aussi Emmanuel Renaud qui nous ont apporté des bons éléments. La chose principale qu'on en retient, c'est que la création de valeur, elle passe par la création de nouveaux produits et de nouveaux services sur des marchés à forte croissance. Donc, ce travail, cette recherche-là, on est parti sur les capacités dynamiques. Donc, le travail d'Amna Ben Ramdan à Tunis, elle nous a beaucoup aidé. C'est-à-dire que son travail a jeté les cartes sur tout notre travail. Alors, elle travaille sur les capacités dynamiques. Les capacités dynamiques, c'est la remise en cause des avantages concurrentiels de façon permanente. On est à une époque où l'environnement fluctue, les avantages concurrentiels sont rapidement imités ou deviennent rapidement obsolètes. Donc, la capacité dynamique, ça va être la capacité à être en perpétuelle évolution des avantages concurrentiels pour être en cohérence avec l'environnement. Et donc, Emna Ben Romnan met en évidence l'importance de l'entrepreneuriat et d'innovativité des dirigeants. Donc, on parle d'agilité, on parle de créativité organisationnelle et on parle d'entrepreneuriat. Donc, ça va être l'ensemble de notre recherche. On aurait pu approfondir les capacités dynamiques, c'est un vrai sujet aussi de recherche. Ensuite, on analyse, toujours dans l'environnement, l'interdépendance entre les organisations. Alors, c'est le travail de Romain Gandia, M. Galliano et Elodie Gardet. Donc, leur postulat, c'est que leur grille d'analyse nous permet de positionner l'entreprise dans son environnement et à travers les parties prenantes. Donc, tout est axé autour des parties prenantes et des rapports de force et des asymétries, notamment entre concurrents, mais aussi entre relations clients-fournisseurs. Notamment, il parle notamment des sous-traitants. Donc, il nous donne des clés pour travailler sur l'agilité, pour travailler sur comment proposer, comment négocier avec nos parties prenantes pour créer plus de valeur. Et donc à partir de là, on met facilement ce sujet en relation avec les autres, notamment la création de valeur. Donc ce sujet-là, c'est comment créer plus de valeur dans un environnement où il y a une asymétrie des rapports de force. C'est très intéressant. Donc ce travail-là sur l'environnement se conclut par la nécessité d'une adaptation de l'organisation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris l'environnement, une fois qu'on a détecté les opportunités, il faut qu'on puisse adapter l'organisation et faire que l'organisation soit compétitive sur ce marché. C'est toujours le rapport analyse externe, analyse interne. Et ben, il faut faire aussi un travail en interne. Et donc là, on parle d'agilité organisationnelle. Donc, tout d'abord, on est parti du business model avec Alain Desrumeaux, Vanessa Varnier, Xavier Lecoq, Benoît Desmille, qui nous donnent des outils, notamment le modèle RCOV, qui nous permettent d'utiliser le business model non pas simplement comme outil d'apprentissage de la stratégie, mais comme vrai vecteur de créativité stratégique. Donc faire évoluer l'offre, faire évoluer le business model à partir des outils qu'ils nous donnent. Ensuite, on s'est intéressé au travail de Jean-Claude Tarandeau et Philippe Lorino en 2006. Ils parlent de la stratégie à partir des processus, c'est-à-dire que on parle toujours de ressources stratégiques, de compétences stratégiques, mais selon leur postulat, ces ressources et ces compétences sont stratégiques si elles s'intègrent dans des processus qui sont eux-mêmes stratégiques. Et donc, ils disent que la stratégie doit aussi analyser les processus. Et donc, c'est ces processus qui doivent répondre aux besoins des clients et qui doivent avoir un impact direct sur la valeur ajoutée. Donc, on a les processus qui vont être stratégiques et d'autres qui le sont moins. Et c'est là qu'arrive la créativité organisationnelle. La créativité organisationnelle, ça va être justement cette modification-là. Comment on va réagir à son environnement. Donc c'est le travail de Véronique Bouchard, Bruce Céline, Rodolphe Durand. Donc ils mettent en avant les travaux d'Amabilé sur l'individu, mais aussi ils vont étendre ça vers l'organisation. La créativité organisationnelle laisse une très grande place à l'intrapreneuriat. Donc c'est pour ça qu'on s'est guidé automatiquement vers le sujet de l'intrapreneuriat comme source d'innovation. Donc toujours sur l'agilité organisationnelle, on a étudié le travail de Redouane Brazi du Maroc, qui a été très pertinent sur le sujet. Il nous donne la dimension principale de l'agilité, c'est la proximité. Alors, il fait aussi un travail au niveau des parties prenantes, c'est-à-dire toujours analyse interne-externe. Les parties prenantes, on doit établir des relations d'agilité avec eux, et les ressources et les compétences, on doit développer des processus d'agilité avec eux. Il nous explique comment le faire, c'est dans le rapport. Ici, j'ai voulu plus focaliser sur
la dimension de l'agilité qui est la proximité le plus important, donc proximité relationnelle, géographique, hiérarchique. Et si on parle dans un contexte de PME, donc c'est en parfaite cohérence avec notre travail. Ensuite, les attributs de l'agilité qui sont une orientation ressources humaines, par la flexibilité, aussi la différenciation et la réactivité. Donc, comme on l'a dit, la créativité organisationnelle nous a naturellement porté vers l'intrapreneuriat comme source d'innovation. Donc, ce travail commence tout de suite avec le travail de David Autissier et Jean-Michel Moutot en 2017, qui nous disent que l'organisation est là pour optimiser les processus d'exploitation. Donc, on exploite au mieux. L'organisation cadre, l'organisation structure. Mais le pendant, c'est qu'on n'arrive plus à innover. On va tout standardiser, on va tout rationaliser. Et donc, pour innover, il faut être en marge de l'organisation. Il faut créer des espaces de liberté dans l'organisation. Et donc, innover, c'est être en rupture de l'organisation. Ils mettent en avant que, et d'ailleurs, dans les pratiques des multinationales, l'innovation passe par les startups, donc ou les spin-offs. Les spin-offs, ça va être, on va créer une nouvelle filiale à partir de zéro. On va créer un contexte entrepreneurial pour porter les projets à maturité, à un premier stade de maturité. Et en fait, ensuite, ces projets vont bénéficier de l'organisation existante pour se développer. Donc, ici, le spin-off, le cas d'école du spin-off, c'est Dassault Systèmes, notre concurrent, qui a créé Katia comme spin-off pour développer ses propres logiciels de conception assistée par ordinateur. Et aujourd'hui, Katia, c'est le leader international du marché. C'est la Rolls-Royce de la CAO. Et donc, c'est pour ça qu'on peut beaucoup s'inspirer de Dassault Systèmes pour ces sujets. Ensuite, on voit que l'intrapreneur prend une place prépondérante dans l'innovation, c'est-à-dire que dès 88, quand Amabile analyse la créativité organisationnelle, il met l'individu au cœur de sa démarche. Ensuite, Woodman Sawyer Griffin va enrichir son approche par la culture d'entreprise et les structures de l'organisation. Donc, on analyse dans notre mémoire, on analyse les éléments de personnalité de l'intrapreneur et en quoi il est le facteur déterminant de la réussite de ces projets. Aujourd'hui, l'individu prend une place majeure dans ce processus. On parle de sujets de créativité, on parle de leadership, tous ces sujets qui sont à la mode. Alors, on finit notre étude sur l'intrapreneuriat par l'étude de la dichotomie entre la liberté et le contrôle. Donc là, on met en valeur le travail de Kuratko et Maurice, qui disent que pour innover, il faut ce cadre de liberté. Et d'ailleurs, Crozier en parle, Michel Crozier en parle, l'homme et le système, ils en parlent. Ils disent que tout ne doit pas être contraint, il doit y exister des espaces de liberté. Mais cette liberté, elle doit être contrôlée, sinon le projet meurt. Donc, ces deux chercheurs nous expliquent comment cadrer les projets intrapreneuriaux et faire exister un équilibre entre la liberté et le contrôle. Voilà, donc je vous remercie. Alors, focus sur l'intrapreneuriat. Donc ici, on a les deux dimensions. La dimension organisation et la dimension intrapreneur. Donc, on travaille sur les processus d'innovation, le modèle organisationnel, toute la capacité de l'organisation et principalement, et un gros focus aussi sur l'intrapreneur, donc ses caractéristiques psychologiques et son rôle et ses fonctions au sein de l'organisation. Donc ça, c'est le travail de Champagne et Carrier qui nous a été très intéressant dans notre rapport. Voilà, je vous remercie de votre attention. On a bien travaillé par entonnoir. On est parti de la création de valeur, on est parti de la compréhension de l'environnement pour assurer la pérennité de l'entreprise. On a dégagé plusieurs axes de travail que sont l'entrepreneuriat, et qui a été la trame de continuité de tout notre travail, et l'agilité. Donc l'agilité par rapport à l'interdépendance. Ensuite, la stratégie. La stratégie nous a permis de faire évoluer l'organisation et aussi de travailler sur la créativité organisationnelle qui nous a mené automatiquement vers l'intrapreneuriat. Donc, à travers ce travail de recherche, j'ai cherché un petit peu connecter tous ces sujets pour leur donner sens et pour les orienter vers la finalité qu'on veut, c'est-à-dire la création de valeur pour la pérennité de l'entreprise. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.